Au sommaire de ce nouveau numéro de série culte, nous allons activer le chronogire afin de nous plonger ensemble au cœur de certaines séries des années 60, 70 et 80, à travers de nombreuses anecdotes de tournage. Au programme, les séries Chips, Cosmos 1999, Mission Impossible, Matthew Stone, Au cœur du temps et bien d'autres. Suite au succès mitigé de la première saison de Cosmos 1999, une seconde saison est tout de même mise en chantier avec un tout nouveau producteur, Fred Freiberger, producteur notamment de la 4e saison de Star Trek, ce qui aura une incidence considérable sur le contenu de la seconde saison. En effet, l'acteur Prentice Hancock, qui interprétait le rôle de Paul Moreau dans la première saison, ne fut pas mis au courant qu'une seconde saison se tournait. Ce dernier l'ayant appris dans les journaux. Freiberger, trouvant le personnage de Paul Moreau inutile, raya le comédien de la liste des acteurs pour la seconde saison. Comment 6. David dit qu'il est impossible de déterminer avec précision le volume d'absorption du soleil noir dans ce secteur. Sa force de gravitation augmente chaque minute. Allez-y, Paul, amenez-le au sol. Toujours dans la saison 2, l'acteur Nick Tate, qui endosse le rôle du pilote téméraire Alan Carter, recevant pas moins de 5000 lettres de fans par semaine, fut pressenti par la production pour quelques touches de romance. Mais l'idée ne plaisant guère aux comédiens australiens, c'est ainsi que deux nouveaux personnages sont imaginés, celui de Tony Verdeschi ainsi que l'extraterrestre Maya, lesquels entretiendront une relation amoureuse tout au long de la seconde saison. Freiberger éliminera également de l'équation le rôle du professeur Berkman, interprété par Barry Morse, qu'il trouve trop vieux, trop ennuyeux et bien heureux de s'en débarrasser. Je ne vous l'apprends pas, ces 8 tours anti-gravitation jouent le rôle de stabilisateur d'attraction à l'intérieur d'Alpha. Donc à mon avis, on pourrait les utiliser en leur donnant un champ d'action nouveau. Tous ces événements mettront un terme à la série après cette ultime saison 2. Voulez-vous qu'on essaye, Tony ? Dans la série Matthew Stone, dans laquelle un multimilliardaire passe son temps libre à jouer les détectives privés, incarné par l'acteur Lee Horsley, lequel partagea la vedette de la série L'homme à l'orchidée aux côtés de William Conrad, le comédien dut prendre une vingtaine de kilos afin d'être crédible dans le rôle du Texan Matthew Stone. Et ce dernier put enfin décrocher le rôle phare de la série auprès des producteurs. Série dont il partage la vedette avec l'actrice Pamela Hensley. Après la fin de Matthew Stone, Lee Horsley n'a plus trouvé de rôle à sa mesure, faisant quelques apparitions au sein de téléfilms et de séries télé. Il y a pourtant bien eu Enquête privée et La légende d'Hawkeye, mais sans véritable succès. De nos jours, l'acteur ne tourne que très rarement, préférant s'occuper de son ranch, loin des plateaux de tournage. Contrairement au comédien Dastner, qui lui a dû perdre 20 kilos afin d'être conforme aux souhaits des producteurs et ainsi endosser le rôle du rédacteur en chef au grand cœur, Lou Grant, série qui lui valut 2 Emmy Awards en 78 et 80 en tant que meilleur acteur pour une série dramatique. Dans la série Au cœur du temps, réalisée par Irwin Allen en 1966, où deux savants inventent le chronogire, un dispositif permettant de voyager dans le temps, l'actrice Lee Meriwether, qui incarne le docteur Anne McGregor, fut couronnée Miss America en 1955. Et cette dernière prêtera également ses traits afin d'incarner Catwoman dans le tout premier film Batman, sorti sur grand écran en 1966. Toujours dans la série Au cœur du temps, le comédien James Darren, qui incarne le scientifique Tony Newman, est aussi dans la vie crooner, avec une discographie très étoffée. Ce dernier est également un proche du comédien et chanteur Frank Sinatra. La mini-série V de science-fiction, créée par Kenneth Johnson, à qui l'on doit également la série Super Jamie, ainsi que L'Incroyable Hulk, fut écrite à l'origine pour un thriller politique. Johnson souhaitait raconter l'histoire de l'invasion des États-Unis par une puissance ennemie,
mais désireux de ne pas s'enliser dans des imbroglios politiques peu crédibles, il opta finalement pour une force extraterrestre qui partira à la conquête du monde entier. Pire, il décide de réécrire l'histoire en assimilant les envahisseurs aux nazis de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs cette analogie flagrante qui a fait beaucoup pour le succès de la série. Toujours dans la série V, le comédien Mark Singer, qui incarne le caméraman reporter Mike Donovan, entama en 1982 une carrière cinématographique dans le film Darl l'Invincible. Mais sans véritable succès, il faudra attendre l'année 1983 avec la série V pour que la carrière du comédien explose au sein du petit écran. Mark Singer est dans la vie le frère de l'actrice Laurie Singer, ayant joué dans la série Fame en 1982. Il est également par ailleurs le cousin du réalisateur Bryan Singer, à qui l'on doit la toute première adaptation des X-Men pour le grand écran. Suite à l'arrêt de la série La Croisière s'amuse, en 1987, Fred Grundy, lequel interprète le rôle de Gopher Smith de 77 à 87, embrassa par la suite une carrière politique en 1987 au sein du Parti républicain où il fut réélu 4 fois d'affilée à la Chambre des représentants des États-Unis pour l'Iowa jusqu'en 1995. Alors, tout va bien? Commandant? Ah, très bien, mon grand, très très bien. Oh, pardon, il faut pas vous... En fait, le problème, c'est que ce monsieur... Bon, bah, c'est juste pour une minute et... C'est bon pour notre publicité, vous êtes bien d'accord? Non, pas du tout. Pas du tout, bah vous êtes le commandant? Oui, enfin je crois. Je savais que c'était l'un de nous, en tout cas. Mais j'ai des idées tout embrouillées. Bon, bah je vais travailler. Eh oui. Le navire Pacific Princess, issu de la série, est en fait le MS Pacific, navire de croisière renommé pour les besoins de la série. Ce bateau pouvait accueillir jusqu'à 700 passagers et 350 hommes d'équipage. Le navire Pacific Princess fut démantelé en Turquie en 2013 pour un coût total de 3 millions de dollars suite à son non-rachat. Stacy Keach, qui interprète le privé Mike Hammer, a fait 6 mois de prison en 1984 pour détention de cocaïne. Par la suite, le comédien tentera de se racheter en donnant des conférences anti-drogue. Dans la série Mission Impossible, issue des années 60, l'acteur Greg Morris, qui incarne le technicien Barney Collier, doué d'une dextérité époustouflante, mais dans la vie, le comédien n'était pas bricoleur et ne savait, dit-on, même pas planter un clou. Toujours dans Mission Impossible, l'acteur Stephen Hill, qui incarne à l'écran Dan Briggs, le directeur de l'impossible Mission Force, du moins dans la première saison, fut remplacé par Peter Graves dès la seconde saison. En effet, ce dernier étant de confession juive, ne désirait plus tourner le samedi. C'est ainsi que les producteurs l'ont évincé de la série. Toujours dans la même série, le comédien Martin Landau, qui interprète le rôle de Rollin Hand, spécialiste du déguisement, fut évincé également à la fin de la 3e saison. En effet, comme à son habitude, Martin Landau renégocie en permanence son salaire et demande à la Paramount pas moins de 11 500 $ par épisode, ce qui correspond presque au double du salaire de l'acteur principal Peter Graves, qui incarne le rôle de Jim Phelps. C'est un tempérament cyclotimique hyper nerveux. C'est un paranoïaque du type dominateur. Offusqué par cette demande, Douglas Kramer, en charge de la production chez Paramount, congédie le comédien, lequel fut remplacé par Leonard Nimoy, et ce, dès la saison 4. Avancez jusqu'à moi. Larry Wilcox, qui interprète l'officier Jonathan Baker dans la série Chips, au cours d'une engueulade d'automobiliste, Wilcox a fini par empoigner son adversaire et l'enferma dans son coffre. Pour sa défense, il a prétendu par la suite qu'il croyait que l'homme était armé. Mais la police de Los Angeles fut sceptique, car le comédien n'en était pas à son coup d'essai. Toujours dans la série Chips, si Larry Wilcox et Eric Estrada, lequel interprète l'officier Frank Poncherello, paraissent les meilleurs amis du monde à l'écran, en dehors des plateaux, il en est tout autre. En effet, au fil du tournage de la série, les relations se dégradent sérieusement entre nos deux comédiens. Wilcox, qui fut choisi en premier par la production, ne souhaitait pas que le comédien Estrada soit son coéquipier à l'écran.
Wilcox reproche également à Erik Estrada d'être trop sur le devant de la scène lors des interviews. De plus, dès la diffusion des premiers épisodes, l'acteur Erik Estrada bénéficia d'une popularité immédiate et écrasante, éclipsant quelque peu Wilcox. Les relations s'enveniment, à tel point qu'aucun ne fut invité au mariage de l'autre. Wilcox expliquera des années après qu'Erik Estrada ne l'ayant pas invité à son mariage, il en fit de même. Mais en 1979, Erik Estrada est victime d'un grave accident de moto lors du tournage de la série, qui le maintient cloué sur son lit d'hôpital. Wilcox, n'ayant pas été inscrit sur la liste des personnes autorisées à visiter le comédien à l'hôpital, ira contre toute attente rendre visite à Erik Estrada sur son lit d'hôpital en lui disant qu'il l'aime. Larry Wilcox, issu de l'école shakespearienne, apprenait tous ses textes par cœur, contrairement à Erik Estrada, qui les écrivait sur des bouts de papier qu'il collait sur les rétroviseurs de sa moto. Depuis, les comédiens se sont réconciliés et ne sont plus en proie à leurs égos. Madame, garez-vous! Il semblerait que vous ayez repris 5 kilos, sergent. C'est ça, de 179 à 189, ça fait 10 livres. Sergent, c'est une honte. Ça c'est inouï, j'y comprends rien. Voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires concernant cette vidéo. En espérant que ce nouveau numéro vous ait plu, je vous dis à très vite.